Tous se rappellent comment les tours jumelles du World Trade Center ont été détruites le 11 septembre 2001. Mais un troisième gratte-ciel s'est aussi écroulé ce jour-là. Contrairement aux deux autres, aucun avion n'a percuté la tour numéro 7. La tour numéro 7 est la preuve d'un complot. Qu'est-ce qui peut causer l'effondrement d'un immeuble de 47 étages apparemment solide? Peut-on planifier la démolition de n'importe quel édifice? Bien sûr. Est-ce que ce fut le cas le 11 septembre pour la tour numéro 7? On pose des questions, on s'attend à des réponses. Après plus de 7 ans, le rapport final du gouvernement vient tout juste d'être complété. Nous avons rencontré des témoins qui sont devenus les personnages centraux de cette controverse. C'est dur de se faire accuser d'être un tueur. Et examiner de nouveaux faits qui viennent éclaircir le dernier grand mystère du 11 septembre. 3 mots, argent, pouvoir, contrôle. Ce n'est qu'à ça que ça se résume finalement. Loose Change prétend qu'un complot gouvernemental est derrière les événements du 11 septembre et les guerres subséquentes en Irak et en Afghanistan. La tour numéro 7 se trouve tout juste derrière les tours jumelles du World Trade Center. Un édifice relativement quelconque de l'extérieur, mais dont les locataires étaient plutôt étonnants. Les services secrets, la CIA, le département de la Défense, ainsi que l'Agence fédérale des situations d'urgence, chargée de coordonner toute réponse à une catastrophe ou à une attaque terroriste. Regardez qui étaient les locataires de la tour numéro 7. Le plus important bureau d'agents de la CIA et aussi plusieurs agences gouvernementales. Automatiquement, pour beaucoup de gens, y compris moi-même, c'est assez pour qu'on se pose des questions. Selon certains, le gouvernement se devait de détruire la tour numéro 7 parce que c'est là que s'était tramé le gigantesque complot du 11 septembre. Pour certains, l'attaque contre les tours jumelles a été orchestrée par l'administration Bush et les avions détournés ont été guidés vers leur cible depuis la tour numéro 7. D'autres pensent que le gouvernement voulait aussi détruire les dossiers compromettants de fraude commerciale qui s'y trouvaient. On rapporte qu'après son effondrement, une équipe de la CIA a fouillé les décombres à la recherche de documents secrets. C'était la troisième tour à s'effondrer ce jour-là. Pourtant, nulle mention n'en sera faite dans le rapport de la commission du 11 septembre. Et la première enquête officielle portant sur la tour numéro 7 sera incapable de déterminer précisément les causes de son effondrement. Quelle que soit votre opinion sur ce qui est réellement arrivé à cet édifice, ça ressemble en tout point à une démolition planifiée. Ce serait la première fois dans toute l'histoire de l'architecture qu'un gratte-ciel en acier se serait effondré uniquement à cause du feu. Plusieurs détracteurs, lorsqu'ils regardent attentivement ce qui s'est passé ce jour-là, voient bien peu de preuves de dommages causés par le feu à la tour numéro 7, mais se posent beaucoup de questions sans réponse qui suggèrent le pire. Le mardi 11 septembre 2001 débute comme toute autre journée de semaine au centre-ville de New York. Pourtant, au moment où ces images sont prises, quelque chose d'extraordinaire est déjà en cours. Plus tôt ce matin-là, le système d'alarme incendie de la tour numéro 7 a été réglé en mode test afin d'effectuer des travaux d'entretien de routine. Durant les 8 prochaines heures, toute alarme du système sera donc ignorée. Une heure plus tard, le vol 111 de l'American Airlines décollait de l'aéroport international Logan de Boston. À 8h46, un Boeing 767 percutait la tour nord. Il y avait 45 000 litres de kérosène dans ses réservoirs. Immédiatement, les policiers, les pompiers et les autres services d'urgence convergent vers la tour numéro 7. Un deuxième Boeing 767, rempli à ras-bord de kérosène, percute alors la tour sud. Comme 2 autres avions ont été détournés, l'ordre est alors donné d'évacuer tous les civils se trouvant dans la tour numéro 7. La police, les services secrets et le FBI nous disaient qu'un avion venait de percuter le Pentagone. La décision est donc prise d'évacuer les bureaux de l'Agence fédérale des situations d'urgence, l'organisme spécialement désigné pour réagir à une attaque terroriste. Mais tous n'ont pas quitté la tour. N'ayant pas entendu l'ordre d'évacuation, un membre de l'équipe d'intervention d'urgence monte au 23e étage. Il va bientôt se retrouver coincé dans cet édifice sur le point de s'effondrer. Présumé mort par ses proches,
Barry Jennings est devenu un témoin clé pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de la tour numéro 7. J'ai reçu un appel d'un de mes supérieurs qui m'a demandé « Où es-tu? » J'ai répondu que j'étais au centre de commandement des situations d'urgence. Il y a eu un long silence. Et il m'a dit « Va-t'en. Va-t'en tout de suite. » À 9h59, la tour sud, haute de 396 mètres, s'effondrait. Des débris et un immense nuage de poussière envahissent les alentours, englobant la tour numéro 7. À 10h28, la tour nord s'effondre en 11 secondes à peine. Quand j'ai entendu la première explosion, on était sur le palier du 6e étage. On est alors remonté au 8e et j'ai entendu d'autres explosions. Quel genre de bruit? Un gros boom, comme une explosion. Plus qu'une? Oui. Le complexe du World Trade Center, au cœur de Manhattan, était constitué de 7 édifices occupés par plusieurs des plus grandes institutions financières au monde. Les tours jumelles s'élevaient au-dessus du site, à près de 400 mètres. Un nouveau groupe qui réunit architectes et ingénieurs a récemment vu le jour pour contester l'explication que seul le feu est responsable de l'effondrement de la tour numéro 7. Richard Gage est membre de l'Institut américain des architectes. En 1991, un incendie dans un gratte-ciel de Philadelphie a fait rage durant 18 heures sans qu'il ne s'effondre. En 2005, à Madrid, un édifice de 32 étages a brûlé durant toute une journée. Il s'est partiellement effondré, mais la structure est restée debout. La tour numéro 7 n'a brûlé que durant 7 heures. Plus encore, une série de tests ont été effectués au milieu des années 90 dans ces immenses hangars de Cardington en Angleterre. Ils ont démontré que les édifices en acier étaient plus résistants qu'on ne le pensait. Un édifice d'acier de 8 étages, construit pour l'occasion, a été incendié. Pour un bref instant, l'acier a atteint plus de 1000 degrés Celsius, une température beaucoup plus élevée que dans la tour numéro 7. Les poutres des plafonds ont fléchi, mais il n'y a jamais eu d'effondrement dans aucun des 6 tests effectués. Certains ont vu dans cette anticipation de l'effondrement la preuve que le service des incendies avait participé à la planification de sa destruction. Et son propriétaire, Larry Silverstein, a aussi été accusé de faire partie d'un large complot visant à détruire les immeubles. Tout cela découle d'une interview télévisée quand il a dit qu'il fallait y aller. Je me souviens d'avoir reçu un coup de fil du chef du service des incendies qui me disait qu'il ne savait pas s'il parviendrait à maîtriser l'incendie. J'ai répondu, il y a déjà eu tellement de vies de perdues, peut-être que la chose la plus intelligente à faire est d'y aller. Alors ils ont pris la décision de se retirer et on a regardé l'édifice s'effondrer. Les détracteurs avancent que seulement 2 mois avant le 11 septembre, Larry Silverstein a pris une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars sur les tours jumelles qui couvraient les dommages causés par une attaque terroriste. Quant à elle, la police d'assurance de la tour numéro 7 datait de 1987, l'année de sa construction. M. Silverstein nie toute implication dans quelque complot que ce soit. La tour numéro 7 était un imposant gratte-ciel de 186 mètres de haut, constitué de 47 étages, ayant chacun la superficie d'un terrain de football. Son assise était particulière, en cela qu'il était construit au-dessus d'un métro et d'une sous-station électrique. En conséquence, on avait eu recours à de longues poutrelles pour transférer le poids de l'édifice vers l'est. Et il avait fallu renforcer sa structure entre le 5e et le 7e étage, de même qu'entre le 22e et le 24e. Il était supporté par 81 colonnes, 57 sur son pourtour et 24 autres en son centre. Pour faire en sorte que la tour 7 tombe de façon parfaitement symétrique, ce qu'elle a réussi assez bien, il a fallu que toutes ces colonnes cèdent simultanément en l'espace d'une fraction de seconde. Le feu ne peut pas faire ça, mais une démolition planifiée, oui.
Loose Change a rencontré un expert en démolition de 28 ans d'expérience qui croit savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu la vidéo pour la première fois, il a été estomaqué. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan heel waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? Que les explosifs ont pu être installés d'avance sur chaque étage, lors de rénovations, ou même lors de la construction de l'édifice lui-même. Ce qui remonterait à quand, selon vous? Aux années 80. Mais qu'en est-il des bruits d'explosion entendus juste avant l'effondrement? Voici un extrait enregistré après la chute des tours jumelles et avant celle de la tour numéro 7. Dix édifices imposants ont été partiellement endommagés ou détruits le 11 septembre. Partout, des voitures et des camions brûlaient et des réservoirs d'essence explosaient. Mais a-t-on trouvé des indices de la présence des nombreuses charges explosives nécessaires pour faire tomber la tour numéro 7? Lorsqu'on emploie des charges de cette envergure, le déplacement d'air fait éclater toutes les fenêtres aux alentours. 3 jours après le 11 septembre, l'Agence fédérale des situations d'urgence a demandé conseil à Marc Loiseau pour l'enlèvement des débris. Depuis quelques années, l'ampleur de ce présumé complot n'a cessé de croître, incluant désormais non seulement le gouvernement et des espions étrangers, mais également la police, le service des incendies et même les médias. Quelle est la source de CNN et de la BBC, surtout quand on voit que la tour est toujours debout derrière leurs reporters? Certaines de ces anomalies ont été éclaircies. Mais une grande question demeure. Comment ce complot a-t-il été mis en œuvre? Pourquoi? Par qui? Était-ce un coup monté de l'intérieur? Richard Clark était le conseiller principal du président Bush en matière de contre-espionnage le 11 septembre. Et il était à la Maison-Blanche en compagnie du vice-président Dick Cheney ce matin-là. There can be no whitewash at the White House.